Et bonjour à tous et à toutes, ici Monsieur Marie du coup pour votre continuité pédagogique ou la suite du cours pour ceux qui sont malades et qui sont du coup bloqués chez eux ou pour réviser le contrôle ou encore pour d'autres élèves en France qui tomberaient par hasard sur cette vidéo et qui ne sont pas du lycée. Ok, aujourd'hui du coup on finit le chapitre 1, constitution de la matière à différentes échelles pour le niveau seconde. On passe du coup à la suite et fin de ce cours. Et on s'est arrêté du coup sur tout ce qui était identification par méthode de chromatographie sur couche mince avec le rapport frontal. On passe maintenant à la suite. Et vous pouvez écrire du coup grand 3, l'air, un mélange gazeux. Donc je vous rappelle que l'air qui vous entoure, en fait, il n'existe pas de molécules d'air, il n'existe pas une espèce chimique à proprement parler. Enfin, si on peut dire entre guillemets, mais il n'existe pas en fait de molécules d'espèces indivisibles nommées l'air. L'air, en fait, c'est un mélange de plusieurs espèces chimiques, hein. Du coup, aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu sur le pourquoi du comment, essayer de redéfinir ce que vous avez vu au collège sur l'air et de poser les bons chiffres avec les bons codes. On va essayer de commencer à parler un petit peu de masse volumique pour l'air. On va parler un peu de masse molaire et aussi un petit peu de formule chimique. Donc, du coup, un petit peu de nouveau dans cet environnement un petit peu de révision. Donc, grand A, la composition de l'air. Il faut savoir que du coup, l'air qu'on respire, en fait, c'est un mélange de plusieurs gaz. C'est un mélange du coup à base de diazote. J'insiste bien sur diazote, hein, il n'y a pas de l'azote dans l'air. L'azote, ça n'existe pas. C'est du diazote. C'est une molécule formée de deux atomes du coup d'azote. Et ce gaz, en fait, est présent actuellement à 78% dans l'atmosphère terrestre. Donc c'est vraiment plus de trois quarts de l'atmosphère, c'est du diazote. Et ensuite, pour un petit peu permettre la vie, on a aussi besoin d'une autre molécule. Et c'est surtout celle-là qui va nous intéresser, parce que le diazote, en fait, ne nous sert à rien. Tout le diazote qu'on inspire, on l'expire juste après. Il n'intervient en rien dans notre métabolisme. Du coup, c'est le dioxygène, et lui, il est vraiment important. Donc, encore une fois, pour tous ceux qui font de la plongée ou qui voient des films de science-fiction en train de dire ah, j'ai plus d'oxygène. Non, faux. C'est je n'ai plus de dioxygène. Et encore, même à là, c'est faux. Parce qu'il nous faut de l'air pour vivre et non pas du dioxygène. Donc, le dioxygène, en fait, c'est présent à 21% dans l'atmosphère terrestre. Couplé au diazote, du coup, ça représente à eux deux 99% de ce qui nous entoure dans l'air. Mais on observe aussi des gaz plus rares qui sont là un petit peu plus rarement. Et vous comptez parmi eux, du coup, la vapeur d'eau, tout ce qui est de l'eau, mais à l'état du coup gazeux. On a de l'argon aussi, c'est un gaz noble et rare qu'on expliquera plus tard dans le cours quand on verra le tableau périodique. Et on a aussi du dioxyde de carbone qui tend à augmenter depuis 200 ans en proportion. Mais il faut savoir que le dioxyde de carbone, malgré toute la pollution qu'on nous annonce, malgré le réchauffement climatique, malgré pas mal de choses en fait, ce dioxyde de carbone ne constitue même pas 1% de l'atmosphère terrestre. Donc du coup, il faut voir que la proportion en fait, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui est même pas à 1% à lui tout seul, hein, même pas 1%, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est rien, 1%, contribue déjà à tous les effets néfastes qu'on voit actuellement. Donc du coup, il faut vraiment qu'on freine absolument les émissions de ce gaz-là. La masse volumique de l'air, c'est-à-dire que si je prends un volume d'air, ok, un volume, n'importe lequel, je prends un volume, eh bien, il fera toujours la même masse, pourvu que vous ayez fermé le ballon, hein, n'importe où vous vous trouvez sur la Terre ou n'importe où vous vous trouvez ailleurs d'ailleurs, hein. Donc du coup, la masse volumique de l'air, à chaque fois que vous prenez un litre d'air, imaginons je prends une bouteille d'eau, je la remplis, elle est toute compressée, hein, ok. Je la remplis d'air, ok, et je mets un litre, la bouteille elle fait un litre, je ferme le bouchon. Et bien si on s'affranchit de la masse du plastique, du bouchon, qu'on a taré toute cette masse avant sur une balance, eh bien l'air va mesurer en fait une masse de 1 gramme sur la balance. Voilà, chaque gramme d'air que vous prenez dans les conditions de pression actuellement prendra un volume de 1 litre. Et chaque litre d'air que vous prenez à la pression du coup actuelle, normale de la Terre, hein, mesurera en fait 1 gramme. Voilà, c'est tout simple que ça. Alors par contre, tout à l'heure je disais que le dioxygène, en fait dans les films on disait oui, j'ai plus d'oxygène, ou que c'était faux, qu'on disait du dioxygène, ça aussi c'est faux, et pourquoi? Ça veut dire que en fait le dioxygène, si vous venez à en manquer dans une atmosphère, si le niveau de dioxygène passe à 19-18%, on va en fait souffrir des effets de ce qu'on appelle l'anoxie
Donc, c'est quand vous avez de plus en plus de raréfication du dioxygène dans l'air. Et en fait, votre corps va commencer à lentement en fait, ne plus fonctionner normalement jusqu'à vous perdre connaissance et en fait mourir comme si vous étiez endormi en fait. Voilà, il y a plein de personnes qu'on retrouve des fois dans des endroits souterrains où la véhiculation de l'air ne s'est pas faite correctement. Et finalement, on les retrouve sans aucune égratignure, rien du tout. Ils sont juste assis, endormis. Et en fait, ils sont pas endormis, ils sont complètement morts. Voilà, donc faire bien attention. Des fois, il y a des panneaux avec un monsieur qui dort dessus. Bah, c'est pas un panneau un monsieur dort, c'est un panneau un mec est mort. Et c'est le panneau anoxie, donc du coup, qu'il faut mettre en garde contre le manque d'air dans certains endroits. Et c'est en général des endroits où on descend avec un appareil, un manomètre, pour mesurer la pression de l'air, pour mesurer qu'on peut bien circuler dans ces endroits. Alors à l'inverse aussi, vous avez ce qu'on appelle l'hyperoxie, c'est quand on dépasse un petit peu trop le niveau d'oxygène dans l'air. Et ça a aussi des conséquences sur votre métabolisme que je n'aborderai pas parce que je ne les maîtrise pas. Mais dans tous les cas, voilà, le dioxygène, il faut que ce soit vraiment bien dosé en termes de pourcentage. Votre métabolisme, votre corps est fait pour fonctionner spécifiquement à ce taux en fait, de dioxygène dans l'air. Et si vous le modifiez, que ce soit par au-dessus ou par en dessous, vous allez du coup occasionner quelque chose de néfaste vis-à-vis de votre vie. C'est que vous n'êtes pas habitué à fonctionner dans d'autres proportions et que donc si vous changez ces proportions, vous ne fonctionnerez pas. Donc en gros, vous ne vivrez pas. Alors du coup, pour plus de simplicité, parce que le cerveau en fait ne retient pas vraiment très bien les chiffres précis, même si je pense que 78 et 21, je pense que ça va. On pourra dire aussi que la répartition volumique des gaz va correspondre à environ 4/5 et à environ 1/5 pour chacun de nos deux gaz, donc 4/5 pour le diazote. Diazote qu'on note N2. N, c'est du coup le symbole chimique de l'azote. Ça vient de l'anglais nitrogène, donc du coup commençant par un N. Et 1/5 pour le dioxygène, donc du coup, le dioxygène, vous voyez sa formule, c'est O2, sachant que O, c'est l'oxygène, du coup la première lettre d'oxygène. Attention, là c'est facile, mais les symboles chimiques des différents éléments chimiques, c'est pas forcément la première lettre de leur mot, hein, que ce soit dans notre langue ou dans une autre. Par exemple, l'or c'est AU, rien à voir, hein. Là il faut remonter sur du latin ou c'est la première lettre aussi, là j'ai pas d'exemple. Par exemple, le tungstène c'est W, ça n'a rien à voir, voilà. Donc du coup, attention, ce n'est pas toujours la première lettre. B, composition massique d'un mélange. Alors du coup, on peut comment dire, caractériser un mélange par rapport à sa répartition volumique. Par exemple, sur un litre, je vais avoir 15/5 qui correspond à du azote, 1/5 à du oxygène, etc. Mais on peut aussi pardon, caractériser un mélange par rapport à sa répartition en masse. Et pour aller chercher sa répartition en masse, il va falloir que j'utilise une grandeur qui s'appelle la masse molaire. Et la masse molaire, je ne vais pas la définir dans ce chapitre-là, je la définirai dans le prochain chapitre. On va juste pour l'instant garder entre nous que la masse molaire, en fait, c'est une grandeur qui me permet de calculer la répartition massique d'un mélange. Voilà. On va juste garder ça en tête. Je le définirai beaucoup plus exactement dans le prochain chapitre, donc dans la prochaine vidéo. Et je vous demande juste un petit peu de patience là-dessus. Dans tous les cas, l'application qu'on va faire ici ensemble, où il faut retrouver la fraction en masse du diazote et du dioxygène de l'air en sachant leur masse molaire respective de 32 et 28 grammes par mol. Donc cette unité, tout ça, et même cette application, tout ça on y reviendra quand on aura vu le prochain chapitre. Et on refera cette application du coup pour bien se réapproprier la thématique et la problématique. Dans tous les cas, pour retrouver la fraction en masse du diazote, par exemple, qui fait 28 grammes par litre, 28 grammes par mol, je vais poser du coup X comme étant la fraction massique du diazote dans l'air. Et en gros, la fraction massique du diazote dans l'air, c'est que bien toutes les moles de diazote vont faire 28 grammes. Je sais qu'une mole d'air va faire 29 grammes. Et bien du coup, je vais diviser tout logiquement une grandeur par une autre, c'est-à-dire je vais diviser ma masse molaire du diazote par celle de l'air pour obtenir du coup combien de grammes va occuper une mole de diazote par rapport à une mole d'air. Et vu que dans une mole d'air, on retrouve 4/5 de diazote, et bien du coup, je vais multiplier ce résultat par 4/5. Ce que vous observez ici, du coup,
j'ai divisé la masse molaire du diazote par celle de l'air, et je l'ai multiplié par sa représentation volumique, enfin par sa répartition volumique, pardon, et je trouve du coup à la fin 0,77. 0,77, c'est comme 77 divisé par 100, et donc du coup ça occasionne un pourcentage de 77%. Je retrouve à peu près, du coup, la même répartition volumique que la répartition massique dans l'atmosphère pour le diazote, et si je calcule pour le dioxygène, mais du coup je trouve 0,22, donc 22%. Donc à un pourcentage près, on est équivalent entre la répartition massique et volumique des gaz dans ce mélange gazeux qui est l'air. Il faut que je vous parle aussi d'une autre chose avant de commencer à attaquer le prochain chapitre qui sera beaucoup plus pointu. Donc il va falloir que je vous parle des solutions aqueuses en grand 4. Et il va falloir aussi que je vous définisse ce que c'est une solution. Donc quand je vous parle d'une solution, quand je vous demande de faire une solution, c'est pas d'écrire le résultat d'un calcul, ok? Je veux pas parler de cette solution-là. Je veux pas la solution d'un problème. Moi, je veux une solution chimique, une solution qu'on fait en général dans l'eau, vu que c'est le liquide le plus répandu à la surface terrestre. Et donc du coup, l'eau, ça vient de aqua, hein, la racine latine ou grecque, je sais plus. Normalement, c'est grec. Mais bref, donc du coup, solutions aqueuses, solutions qui sont faites dans l'eau. Il faut savoir que la solution, en fait, ça vient de deux choses. Ça vient d'un soluté, d'un solvant, et ça se fait lorsqu'on dissout l'un dans l'autre. Alors qu'est-ce que c'est la dissolution? La dissolution, en fait, c'est l'action de dissoudre, ok, un solide, qu'on appellera le soluté, dans un solvant, qui est le milieu liquide. Et lors de cette dissolution, du coup, on va appeler le soluté l'espèce chimique solide qu'on va dissoudre. Ça peut être un carré de sucre, ça peut être des cristaux de sel, ça peut être n'importe quel solide qui va entrer dans l'eau et se mélanger avec, de sorte à faire un mélange homogène dont on ne pourra pas distinguer deux points aléatoires dans ce milieu. Et on va appeler du coup cette eau qui va accueillir le soluté, donc ce sucre, ce sel ou n'importe quoi qui va se mélanger avec, on va l'appeler du coup le solvant. Ça peut être donc du coup là j'ai pris l'exemple de l'eau, mais ça peut être de l'éthanol, donc de l'alcool. Ça peut être de l'ammoniac liquide, ça peut être du méthane liquide, ça peut être de l'air liquide. Ça peut être n'importe quoi qui est liquide et qui va permettre la dissolution. Ça va permettre le mélange de manière homogène de ce solide dans le liquide. Donc du coup le solvant, c'est l'espèce chimique liquide qui va accueillir ce soluté. Et une fois que vous avez placé ce soluté, ce solvant ensemble, qu'il y a eu mélange, et que vous ne pouvez plus distinguer l'un par rapport à l'autre, eh bien vous avez formé ce qu'on appelle une solution. Voilà, donc du coup vous avez le schéma en dessous, vous avez le soluté, par exemple ici, là c'est du sucre, hein, vous avez majoritairement de carbone et d'oxygène. En vrai, quand il n'y a que carbone et oxygène, on dirait du CO2 solide, mais on va dire que c'est du sucre, ok? Voilà, donc avec des particules noires et des particules rouges, on verra après ce que c'est. Et quand on le met dans ce solvant là qui consiste de particules bleues uniquement, eh bien vous avez du coup un nouveau liquide qui peut apparaître comme l'ancien ou qui peut apparaître modifié par rapport à l'ancien, hein, c'est possible, il peut avoir un changement de couleur. Dans tous les cas, vous avez toutes les particules qui cohabitent entre elles, les noirs, les rouges, les bleus, et vous ne pouvez maintenant à l'œil nu plus distinguer en fait. Là on a beaucoup zoomé donc on peut les voir, mais à l'œil nu vous ne pouvez plus distinguer de différence entre différents points du milieu. Vous ne pouvez plus prendre une goutte de la solution et dire là il n'y a que du sucre. Là c'est impossible, vous ne pouvez pas faire ça. Alors du coup il y a un truc moi qui va me chiffonner, c'est que dès lors qu'on va faire une solution, il va falloir que j'exprime une notion de dose. C'est-à-dire que par exemple un patient à l'hôpital qui a des poches d'eau sucrée ou d'eau salée, hein, vous avez des poches des fois quand vous avez un proche qui est à l'hôpital, je vous le souhaite pas, mais si vous avez vu des séries ou des films où vous voyez des gens accrocher des espèces de perfusions en fait, non c'est pas des espèces, ce sont des perfusions en intraveineuse qu'on administre à des patients pour les réhydrater par exemple, parce qu'ils sont pas capables de s'hydrater tout seuls, vous avez marqué dessus. Il y a une poche par exemple avec marqué NaCl ou marqué des produits chimiques dessus. Bien par exemple NaCl c'est de l'eau salée. Si vous marquez C6H12O6 c'est de l'eau sucrée. Enfin bref il y a plein de choses comme ça. Et à chaque malade en fait il va falloir à chaque patient lui administrer une dose correcte en fait en sels minéraux, en apport calorique, etc. Il ne va falloir ni sous-doser ni surdoser.
Et donc du coup, ben, si vous commencez à faire soit un mélange, soit un biberon, soit même une perfusion en collaboration avec quelqu'un d'autre, imaginons que quelqu'un arrive, prend une bouteille d'eau, il met un sucre dedans, et enfin il met un sucre dedans, il secoue tout ça, il part faire quelque chose et il vous dit tiens tu pourrais finir le machin là que je suis en train de faire. Et bien du coup vous allez pas savoir avec exactitude combien de morceaux de sucre il a déjà mis. Et si vous mettez la dose normale que vous auriez dû mettre en faisant seule la solution, et bien du coup cette solution va être surdosée parce que la personne d'avant a déjà mis du sucre et qu'il sait qu'il est parti, il vous l'a pas dit. Donc du coup il va falloir absolument en fait savoir combien de masse il va falloir mettre dans combien de volume précisément. Et ça marche pour plein de choses, ça marche pour l'eau sucrée, pour l'eau salée. Donc quand vous salez trop vos pâtes par exemple, ou quand vous les salez pas assez, bah, vous voyez bien que la solution elle est plus apte à cuire vos pâtes, parce qu'à la fin ça a un goût qui est dégueu. Il y a plein de choses en tout cas où il va falloir respecter ce dosage. Et pour respecter ce dosage, pour faire que ce dosage, une fois qu'on l'a trouvé, on puisse le communiquer à quelqu'un d'autre et qu'il puisse faire le même du premier coup, eh bien on a inventé une grandeur. Et cette grandeur, qui permet de quantifier du coup la masse de soluté que vous allez mettre dans un certain volume de solvant, on l'appelle la concentration en masse. Voilà. Donc du coup cette concentration en masse, elle vous permet d'exprimer combien de grammes vous avez mis d'un soluté dans combien de litres d'un solvant. Aussi simple que ça. La concentration en masse, on va la noter Cm comme concentration en masse, tout simplement, et on va l'exprimer en grammes par litre parce qu'elle correspond à combien de grammes j'ai mis dans combien de litres de solvant. Elle est définie par la relation suivante, c'est que Cm est égal, en grammes par litre, à M, la masse du soluté dissous en haut, au numérateur, qui s'appuiera notamment sur une unité comme les grammes, et on va le diviser par un volume de solution, le volume du coup que vous avez créé de solution. En général, si on dit que le solvant ne modifie pas son volume par incorporation du soluté, le volume du solvant et de la solution est pareil. Mais bref, en tous les cas, c'est la masse du soluté dissous en grammes divisé par le volume du solvant ou de la solution en litres. Voilà. Donc si vous prenez par exemple 1 litre d'eau et que vous lui mettez, je sais pas, 4 carrés de sucre qui font chacun 4 grammes, bah du coup vous avez incorporé et dissous 16 grammes de sucre dans votre litre d'eau. La concentration en masse de votre bouteille d'eau de 1 litre, de votre bouteille d'eau sucrée, pardon, de votre solution d'eau sucrée de 1 litre, eh bien elle sera de 16 grammes de sucre par litre de solution. Voilà. Je prends un autre exemple. Hein. Si j'ai mis, je sais pas, j'ai mis 12 carreaux de sucre qui font chacun 1 gramme, donc 12 grammes de sucre, et je l'ai mis dans 50, je l'ai mis dans 500, non, dans 50 centilitres, donc un demi-litre, bien du coup, mes 12 grammes de sucre que j'ai mis dans un demi-litre, ça me correspond à 12 divisé par 0,5 litres, et ça me fait bien 24 grammes de sucre par litre d'eau. Par litre d'eau sucrée, pardon. Ok ? Voilà comment on calcule. Donc du coup, bah, vous mettez toujours la masse au-dessus en grammes, divisé par le volume en dessous en litres, et ça marchera toujours pour calculer votre concentration massique, concentration en masse, pardon. La concentration en masse, comme vous avez pu le voir, ça correspond à la même formule apparemment, c'est toujours M sur V, et on pourrait dire que c'est pareil que la masse volumique qu'on a vu dans la précédente vidéo. Or, ce n'est pas vrai, ok ? Ça, il faut bien le noter en rouge dans votre cours avec un gros panneau attention, même si leurs formules sont apparemment identiques, la masse volumique et la concentration en masse sont deux grandeurs qui sont strictement différentes, ok ? Par exemple, si je prends une solution d'eau sucrée, dont la concentration en masse est de 1000 grammes par litre, eh bien ça va signifier que j'ai dissous 1000 grammes d'un soluté, là dans cet exemple-là du sucre, que j'ai mis dans un litre d'eau, où j'ai dissous 1000 grammes de sucre par litre d'eau. C'est-à-dire si j'ai pris 10 litres de solution, et bien, si j'ai fait 10 litres de solution, c'est que j'ai dissous 10 kg de sucre à l'intérieur, ok ? Mais cette grandeur, elle peut changer d'une manipulation à une autre, je veux dire. Ça veut dire que si jamais vous prenez quelqu'un qui est peu consciencieux ou quelqu'un qui est vraiment sérieux dans sa manipulation, et bien peut-être que dans 10 litres, le mec, il a mis 10 kg pile poil, mais peut-être que le mec d'à côté, il va mettre 9,99. Peut-être que celui d'avant, il a mis une cuillère en trou, il a fait « Ouais, bon, le prof, il a pas vu. » Et ça fait 10,3 kg. Bref,
d'une manipulation à une autre, en fait, cette concentration, on peut la faire varier, et si elle nous plaît pas même, on peut l'augmenter en rajoutant encore du sucre. Donc du coup, cette grandeur, en fait, est toujours amenée à changer. Par contre, si je commence à regarder par rapport à la masse volumique, eh bien je sais que n'importe quel volume que je vais prendre de sucre, si je prends un carré de sucre par exemple, et que je le pèse partout dans le monde, et que je le fais peser par n'importe qui, on trouvera toujours la même masse. Voilà, à chaque volume, j'aurai toujours la même masse. Si je prends n'importe quel volume d'eau et que je le fais peser par n'importe quelle personne dans le monde, et je dis bien n'importe quelle personne, avec une balance qui est bien réglée pourvu qu'il prenne le même volume que moi, eh bien il trouvera à la décimale près la même masse que moi. C'est obligatoire. Parce que la masse volumique est intrinsèque à chaque matière, à chaque espèce chimique, et donc du coup chaque volume que vous allez prendre de cette espèce chimique possédera la même masse. Et ça, vous pouvez le mettre en rouge. À chaque expérience, à chaque expérimentateur, la masse volumique de l'eau, du sucre ou de n'importe quoi d'autre sera toujours la même. Parce qu'à chaque masse d'espèces chimiques que vous prenez, eh bien cette masse, elle occupera toujours, quelle que soit la situation, le même volume. Voilà, ça c'est dit. Et ça marche beaucoup pour les liquides et les solides. Les gaz, on verra qu'il y a encore un autre correctif à appliquer. Mais si on prend les mêmes conditions d'expérimentation en termes de pression, ben vous aurez toujours ça qui sera vérifié et la masse volumique correspondra toujours entre deux mesures, entre deux expérimentateurs, tout simplement parce que la même masse d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz à pression constante occupera toujours le même volume, peu importe où vous vous trouvez. Donc là, je vous ai donné deux schémas. Vous avez du coup la masse volumique qui est rappelée. Je vous rappelle, la masse volumique, c'est noté par la lettre grecque ρ, qui s'exprime normalement en grammes par centimètre cube. Nous, on l'a vu en grammes par litre. C'est pareil. Ok, normalement, c'est des grammes par décimètre cube, les litres. Mais bref, c'est pas grave. Ok, grammes par litre, ça marche très bien aussi. C'est pas l'unité officielle. D'ailleurs, grammes par centimètre cube, c'est pas l'unité officielle non plus. C'est un schéma que j'ai pris en ligne, donc du coup, ne vous préoccupez pas de ça. Dans tous les cas, la masse de l'objet, bah, c'est la masse que vous pesez. Donc là, j'ai pris un cylindre rouge, on l'a mis sur une balance. C'est la même que vous aviez en TP. Vous vous souvenez, celle qui avait du mal à s'allumer? Voilà, c'est la même. Ok, on a mis la masse dessus, on a trouvé une valeur. Et bien cette valeur, on la divise par le volume qu'on a calculé de l'objet. Et pour un cylindre, il suffit de faire la base fois la hauteur. Donc l'aire du disque qui est à la base, pi r carré, pi fois rayon au carré. Donc pi fois rayon, multiplié par la hauteur de votre cylindre. Donc du coup, c'est bien la masse du cylindre divisée par le volume de ce cylindre. Ok. Alors que concentration massique, on va bien prendre la masse du soluté, ok, la masse du carreau de sucre là, ou du carré de solide, qu'on va diviser par le volume du solvant. Donc là, on parle de la masse de quelque chose qu'on a mis dans le volume d'autre chose. Alors que la masse volumique, on parle de la masse d'un objet divisé par le volume de ce même objet. La masse volumique, ça correspond vraiment à une espèce chimique bien précise, ça correspond à un corps pur bien précis, ou ça correspond à un mélange bien précis, mais ça va toujours être sur une espèce chimique bien déterminée, ou sur le mélange d'espèces chimiques bien déterminées, alors que la concentration en masse, elle va s'apparenter entre deux espèces chimiques, et seulement deux, pour occasionner une solution. Donc du coup, la concentration en masse d'une solution, parce qu'il n'y a pas de concentration en masse d'une espèce chimique corps pur, ça n'existe pas. La concentration en masse d'une solution, ce sera toujours la masse d'une espèce chimique que vous allez dissoudre dans une autre espèce chimique qui va accueillir cette dissolution. Ok? Voilà, si vous avez encore des questions, là j'ai expliqué encore une fois différemment par rapport au cours, donc c'est encore une fois une chance pour vous de comprendre mieux cette notion. Si vous avez encore des questions par rapport à ça, il faut vraiment m'envoyer un mail, hein, okay, ou mettre en commentaire cette vidéo les questions que vous posez, j'essaierai de reformuler encore différemment cette explication. Dans tous les cas, cette concentration en masse, il va falloir savoir que au bout d'un moment, vous mettez un carreau de sucre dans l'eau, vous mélangez, ça se dissout, mettez un carreau de sucre dans l'eau, mélangez, ça se dissout, etc. etc. Faut savoir qu'on ne pourra pas faire ça à l'infini, quoi. Ça marche pas. Bah, déjà sans eau, vous voyez bien que les carreaux de sucre, au bout d'un moment, la bouteille elle est pleine, quoi. Donc vous vous doutez que si en plus il y a de l'eau à l'intérieur, les carreaux de sucre, on ne pourra pas en mettre une infinité là-dedans, quoi. C'est pas possible. Ok. Il y a un moment où c'est mort. Donc dans tous les cas, il existe un nombre maximal en fait de grammes
que vous pouvez dissoudre dans un volume donné de solvant. On va prendre 1 litre par exemple, si je prends 1 litre d'eau, il y arrivera un moment en fait où gramme après gramme que j'incorpore dans ce litre d'eau, la solution va se faire ou pas, mais dans tous les cas, tant qu'elle se fait, je continue à rajouter 1 gramme après l'autre. Eh bien, il va y avoir à un moment 1 gramme, ok, qui ne va pas, au moins en partie, se dissoudre, ok. Ça veut dire qu'il va toujours rester un petit truc au fond, et vous avez beau secouer la bouteille, vous avez beau l'agiter dans tous les sens, il restera toujours quelques petites particules de sucre en bas de soluté qui ne vont pas vouloir se dissoudre, ok. Ça veut dire que du coup, la masse que vous avez incorporée est maximale. Vous ne pouvez pas aller au-delà de cette masse. À chaque fois que vous rajoutez de la masse, eh bien, oui, le carré de sucre, il reste pas en carré, hein, il reste pas en pavé bien correct. Mais toutes les particules qui composent en fait ce carreau de sucre vont se déposer au fond. Et donc, ça va constituer un mélange qui est hétérogène, parce que vous pouvez voir le sucre, vous pouvez voir la solution d'eau sucrée qui est au-dessus. Bref, il n'y a pas de dissolution. Et vous voyez que ce que vous faites en fait ne fait que se mettre du coup bien au fond, quoi, ça ne sert à rien. Donc on a bien une concentration, enfin on a bien une masse maximale de soluté à apporter, parce que tout ce que vous allez amener en plus ne va pas se dissoudre. Ça veut dire que si jamais je ne change pas mon volume de solvant que j'avais au début, et que je ne peux plus ajouter de masse à cette solution, parce que la masse supplémentaire se dépose au fond et ne rentre pas dans la constitution de la solution, et bien du coup, mon M, ma masse, qui est devenue maximale et qui n'évoluera plus, divisé par le volume qui n'a jamais évolué, qui a toujours été constant, constituera du coup une division qui va rester constante, et donc une concentration en masse qui va rester constante. Je vous rappelle que la concentration en masse, du coup, c'est la masse de soluté dissous, ok, pas incorporée, hein, dissous, par le volume de la solution. Et bien, si jamais le dernier gramme que vous avez mis ne se dissout pas, et bien la masse n'évolue plus, et le V n'a jamais évolué. Donc du coup, votre rapport ici, M sur V, va rester constant. Si par exemple, dans 1 litre d'eau, je ne peux pas mettre plus que 40 grammes de sucre, et bien au 41e gramme, au 42e, au 43e, le sucre va se déposer au fond, ça ne bougera pas. On restera toujours à 40 grammes de masse de sucre dissous. Les 2, 3, 4 grammes que vous avez mis en plus, eux ils sont en bas, ils n'interagissent pas. Et le volume de la solution, du coup, c'est toujours 1 litre. Donc du coup, vous aurez toujours 40 grammes par litre, peu importe si vous rajoutez du sucre. Ça veut dire du coup que nous aurons une concentration qui sera dite maximale, ok. Et ça, cette concentration maximale, elle est bien importante, parce qu'elle représente en fait la solubilité d'un soluté dans un solvant. Et ça, c'est une grandeur qui est aussi caractéristique de chaque espèce chimique dans un solvant bien précis, hein. Et c'est une grandeur qui peut permettre d'identifier en fait une espèce chimique. Donc elle n'est plus au programme, elle était enseignée avant, mais je trouvais ça intéressant quand même de vous le dire, même si on ne l'écrit pas dans le cours. Alors par contre, du coup, si on a une concentration maximale et que toute masse supplémentaire de solide, de soluté que vous incorporez dans votre solution ne pourra pas être dissous, et bien par contre là on attribue un adjectif à la solution ainsi créée, on dit qu'elle est saturée. Et ça c'est un terme qui est important, qui est toujours au programme, qu'il va bien falloir marquer en rouge et apprendre par cœur. Dès lors que la solution ne peut plus dissoudre davantage de soluté que vous lui incorporez, on dit qu'elle est saturée. Vous par exemple, au bout de 2 heures de physique-chimie, vous êtes saturé, vous ne pouvez plus engranger des connaissances en physique-chimie. Vous n'en pouvez plus, vous avez envie de sortir. Eh bien on peut dire que l'élève il est saturé. C'est dommage. Mais c'est la réalité, quoi. Voilà. Au bout d'un moment, quand une solution ne peut plus recevoir davantage de sucre, on dit qu'elle est saturée en sucre. Point. Fini. On ne peut plus en rajouter. Grand C. Là, depuis tout à l'heure, je vous apprends comment on augmente la concentration d'une solution. Hein, c'est-à-dire qu'on rajoute des grammes, on rajoute des grammes, on rajoute des grammes. Mais comment on fait au contraire pour la baisser, cette concentration? Eh bien, il y a un autre phénomène qui existe, qu'on appelle la dilution. Donc ça, c'est ce qu'on va voir en grand C. C'est la dernière chose qu'on va voir ensemble. Eh bien, pour faire diminuer la concentration en masse d'une solution, si ajouter de la masse, ça la fait augmenter, et bien ajouter du volume, ça la fait diminuer. Donc, quand vous avez par exemple, je sais pas, vous avez un sirop de menthe, vous l'avez incorporé dans une bouteille, vous avez mis de l'eau, vous avez secoué, vous avez mis au frais, vous aimez bien boire ça frais, et là vous goûtez, ah, beaucoup trop concentré.
Eh bien, en général, soit vous vous forcez un petit peu parce que vous voulez pas gâcher, soit vous videz un petit peu dans l'évier, mais ça c'est du gâchis, hein. Et après, vous allez rajouter à nouveau de l'eau. Eh bien, c'est exactement le principe d'une dilution, hein. D'ailleurs, quand vous mettez votre menthe pure et que vous mettez de l'eau, c'est déjà une dilution en soi. Mais quand c'est encore trop concentré, eh bien, vous allez diluer de manière encore plus efficace en rajoutant encore davantage d'eau. Eh bien, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Le sirop est dans un milieu aqueux. Le sirop, c'est une solution aqueuse, qui est très sucrée d'ailleurs, hein. Et vu que ça vous écœure, vu que vous ne pouvez pas boire ce sirop comme ça, eh bien, vous allez en faire la dilution. Et en général, la dilution est notée sur l'emballage. Normalement, vous devez rajouter 8, 9, 10 équivalents en fonction de votre goût. Mais c'est des dilutions, en fait, c'est une fourchette de dilution qui commence à paraître acceptable. Donc du coup, pour faire une dilution, vous allez devoir rajouter du solvant, rajouter de l'eau en l'occurrence, mais vous pouvez rajouter aussi n'importe quoi d'autre, hein, comme liquide qui va venir diluer votre solution. Dans tous les cas, en fait, vous pouvez diluer, encore une fois, plus ou moins fortement votre solution. C'est comme la concentration en masse. Vous pouvez l'augmenter de manière arbitraire. Vous pouvez rajouter un carreau de sucre en plus, ou 10 ou 40. Donc vous pouvez l'augmenter de manière arbitraire, votre concentration en masse. Par contre, vous pouvez aussi la diminuer de manière arbitraire. Vous pouvez rajouter autant d'eau que vous le désirez, en vrai. Bon, après, ça devient dégueu dans le cadre de la menthe, hein, mais vous pouvez la diluer autant que vous voulez. Donc par exemple, je peux diluer ce qu'on appelle ma solution d'un facteur 2, 5 ou 10 ou 40 ou pi ou 0,1 ou 10 000 ou n'importe quel chiffre en fait, hein. N'importe quel nombre, n'importe quel réel, vous pouvez du coup le désigner comme étant un facteur de dilution. Et en fait, diluer d'un facteur x, ça revient, si vous voulez tout simplement, à multiplier votre volume d'un facteur x. Ça veut dire que si je dilue par 2 une solution, eh bien mon volume de solution phi que j'ai créé à partir de la solution mère va être 2 fois supérieur à la solution que j'avais au départ. C'est-à-dire que si au début j'ai 10 centilitres et que je dilue d'un facteur 2, eh bien à la fin j'ai récupéré 20 centilitres de solution phi par rapport aux 10 centilitres de solution mère que j'avais eu avant. Et je lui ai rajouté 20 moins 10, 10 centilitres d'eau. Si je dilue d'un facteur 5, et que j'avais 10 centilitres de solution mère, eh bien je vais arriver à 50 centilitres de solution phi. Le volume de la solution phi, de la solution une fois diluée, sera égal à votre facteur de dilution fois le volume que vous aviez au départ, de la solution de départ, de la solution mère. Ok? Donc du coup, si on fait une dilution par un facteur 5, les 10 centilitres que j'avais au départ, je récupère 50 à la fin, et j'aurais ajouté du coup 50 moins 10, 40 centilitres d'eau. Facteur 10, j'avais 10 centilitres au départ de solution mère, j'arrive à 1 litre à la fin de solution phi, 100 centilitres. Et du coup, 100 moins 10, j'ai ajouté 90 centilitres d'eau. Ok? Par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, vous n'avez à aucun moment changé soit le taux de sucre qu'il y avait à l'intérieur, soit le volume de menthe que vous aviez mis à l'intérieur, ou de grenadine si vous n'aimez pas la menthe, hein. En tous les cas, vous n'avez pas changé la masse de votre soluté de départ, ou l'espèce chimique que vous cherchez à diminuer la concentration au départ. Ça veut dire que si vous augmentez seulement le volume, bien vous diminuez la concentration. Mais si vous augmentez le volume en le multipliant par 2, 5, 10 ou 10 000, ok, eh bien vous allez diviser votre concentration par 2, 5, 10 ou 10 000. Voilà, ça qui est bien, c'est que du coup, si vous faites une dilution par 2, par 5 ou par 10, ça revient à diviser la concentration par 2, par 5 ou par 10. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. La solution, voilà, hein, c'est comme ça qu'on fait. Vous avez du coup un nombre de particules au départ, on va verser un solvant, un volume de solvant supplémentaire. Le niveau du coup de votre volume augmente parce que votre solvant du coup prend du volume. Par contre, si vous comptez, on a toujours le même nombre de points rouges à l'intérieur. Donc du coup, ils sont moins représentatifs. Ça veut dire que si chaque point rouge représente 1 gramme de sucre dans le volume d'eau que vous aviez avant, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'avais 8 grammes de sucre dans ce volume d'eau, bien là j'ai un volume d'eau qui est supérieur, mais j'ai toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grammes de sucre du coup à l'intérieur. Ça veut dire que du coup, au lieu d'avoir 8 grammes par litre, vous êtes peut-être 8 grammes par litre,2, par litre,5 ou par 2 litres. Et donc du coup, vous allez diminuer votre concentration au fur et à mesure que vous ajoutez à nouveau du solvant. Voilà. J'espère que du coup cette présentation vous aura bien plu. C'était la fin du cours donc sur le chapitre 1. Je vous rappelle, vous avez le chapitre à réviser pour la rentrée, pour le contrôle.
pour ceux qui me regardent maintenant pendant les vacances de la Toussaint. Vous avez du coup ces exercices qu'on a fait en cours que je vous conseille de vivement réaliser de nouveau, sinon vous aurez des problèmes pour résoudre les exercices du contrôle. Je vous souhaite de bonnes révisions, du coup je vais commencer à faire le chapitre numéro 2 incessamment sous peu et le mettre en ligne. J'espère que ça vous plaira. Je vais aussi faire la correction de ces exercices à nouveau sur une vidéo. Regardez-les si vous avez du mal à les refaire de vous-même avec la correction. Du coup ce sera une nouvelle écoute pour vous. Et j'espère du coup que vous réussirez ce contrôle aussi brillamment que possible. Voilà, je vous laisse et bonnes vacances à vous et bonne révision. Au revoir.